Maintenant qu'on a travaillé sur le poids, on va pouvoir passer à l'autre force conservative qu'on rencontre très régulièrement au niveau terminal, c'est la force électrostatique. La force électrostatique, on l'a déjà vu dans certains travaux, hein, c'est tout simplement la force qui s'exerce entre deux plaques, l'une qui va être chargée positivement et l'autre qui va être chargée négativement, avec un champ électrique E. Et là, on va faire intervenir en fait la tension UAB, qui va être une différence de potentiel. On va placer un potentiel électrique au point A et un potentiel électrique au point B en volts, ce qui nous donne une tension électrique UAB en volts. Le champ électrique, c'est tout simplement cette tension UAB, ou ici noté UPN pour P qui est la charge positive et N qui est la charge négative, divisé par D qui est la distance qui sépare les deux plaques, ou les deux points si on est entre A et B. Et vous allez donc avoir en fait ici la particule, supposée ponctuelle, qui va être de charge électrique Q, qui peut être positive mais qui peut aussi être négative, on l'a déjà vu, soit un proton, soit un électron par exemple, dans les cas les plus courants. Et de masse M va être placée dans ce champ électrostatique, que vous avez ici, uniforme, E, c'est la flèche rouge qui est là, le vecteur E. Et nous on va aller parcourir une distance entre le point A qui est ici et le point B qui est là. Et vous remarquez que là aussi on vous propose plusieurs chemins possibles. On va se rendre compte que comme cette force est conservative, en fait, son travail ne dépendra pas du chemin, ça dépend juste de la position de départ, le point A, et la position d'arrivée, le point B. Le travail de la force électrostatique, en fait, on va pouvoir l'exprimer à partir de la force électrostatique, qu'il faut rappeler, mais ça vous la connaissez normalement, la force électrostatique, c'est tout simplement la charge électrique de la particule multipliée par le vecteur champ électrique E, qui lui est constant, un petit peu comme P égale M fois G dans le cas du poids. Ça se ressemble beaucoup, on peut faire vraiment l'analogie entre les deux. Le travail de la force électrostatique, ça va donner quoi? Travail entre le point A et le point B de la force électrostatique, ça va être le vecteur force électrostatique scalaire vecteur AB. Comme tout à l'heure, le champ électrostatique il est comme ça, donc la force électrostatique va être collinéaire à ce vecteur. Je peux même le représenter, dans le cas où la charge électrique serait positive, par exemple. Je vais faire une petite flèche comme ça. Là, je prends si Q est positif. Forcément, si Q est négatif, ça sera dans l'autre sens. Voilà la force électrique FE. On est bien sûr un angle alpha entre cette force et le vecteur AB. Je remplace. La norme de ce vecteur, ça sera Q fois E, multiplié par AB, fois le cosinus de l'angle alpha, comme on a vu dans la définition précédemment. Or, même démonstration que tout à l'heure, en fait, si on regarde bien attentivement, si j'appelle cette distance ici entre le point A et le point B, distance horizontale, distance D, d'accord. Quand on regarde en fait dans ce triangle rectangle, on le représente ici, ce segment-là, c'est AB fois cosinus alpha, que moi j'appelle petit d. Donc ça sera petit d. Ça, c'est de la trigonométrie, même démonstration que tout à l'heure. Donc, on peut remplacer égale Q fois E fois petit d, la distance. Et puis, on va remplacer aussi certaines choses. Par exemple, regardez ce qu'on a noté ici. Le champ électrique, c'est la tension entre le point P et le point N, c'est-à-dire ici entre le point A et le point B, divisé par la distance. Donc, moi, je peux dire ici que la tension entre le point A et le point B sera égale à E fois D. Donc ça, c'est tout simplement la tension électrique entre le point A et le point B. Donc du coup, je remplace et je peux dire que le travail de la force électrostatique, ce sera la charge de ma particule multipliée par la tension UAB en volts. Voilà. On n'a pas besoin de regarder quel chemin est parcouru par la particule, on a juste besoin de connaître la tension entre ces deux points-là. Et le cas le plus simple en général, c'est qu'on va prendre la tension directement entre les deux plaques. On va considérer que le point A est sur la plaque de gauche, le point B est sur la plaque de droite. Donc du coup, c'est tout simplement la tension du générateur que vous appliquez au niveau des deux plaques. Donc le travail ne dépend pas du chemin suivi, mais uniquement de la tension électrique entre les deux points. On retrouve bien le fait que la force électrostatique est
conservative. Le travail de cette force ne dépend pas du chemin suivi. Là, je vous ai fait le cas où la force électrique concernait une charge positive, mais on peut avoir exactement le même cas avec une charge qui serait négative. Attention, si on a une charge ici qui est négative, du coup, forcément, le travail est résistant. Vous avez la force qui est dans l'autre sens. L'objet doit aller de la gauche vers la droite, avec une force qui va dans l'autre sens. On comprend bien que cette fois-ci, la force va s'opposer au mouvement, va empêcher l'objet, la particule, de se déplacer du point A au point B. Donc dans ce cas-là, on serait sur un travail qui est résistant, la force s'oppose au mouvement. Là aussi, un petit exercice dans le livre qui doit vous permettre de bien maîtriser cette notion-là. Cas particulier du travail de la force de frottement. Celle-là, on la rencontre aussi assez régulièrement, et en fait, on est dans le cas d'une force qui n'est pas conservative, justement, pour la force de frottement. Donc, la force de frottement, petit f minuscule. Pourquoi c'est un grand F majuscule? Tiens, je pensais l'avoir corrigé. Je revérifierai. Donc, la force petit f minuscule dirigée vers la gauche, puisqu'elle s'oppose au mouvement, hein, je rappelle, l'objet va ici vers la droite, d'après la vitesse, mais la force de frottement est opposée à ce mouvement. Le travail de cette force entre le point A et le point B, ça sera W entre A et B de la force de frottement, qui vaut la force de frottement scalaire le vecteur AB. Alors, les deux vecteurs sont collinéaires, mais par contre, ils ne sont pas du tout du même sens. Donc, en fait, si je simplifie, ça sera la norme du vecteur F multiplié par la distance AB multiplié par le cosinus de l'angle alpha. Et l'angle alpha, si vous regardez bien ici, l'angle alpha, il vaut 180 degrés. L'angle alpha vaut 180 degrés. Cosinus de 180 degrés, ça vaut moins 1. Ça, c'est égal à moins 1. Donc du coup, ça me donne moins F fois AB. La norme de F, c'est une norme en Newton qui est positive. AB, distance AB, c'est positif, mais à cause du signe moins qui est devant, ce travail est négatif. On est donc dans le cas d'un travail qui est négatif. Cette force, c'est bien une force avec un travail qui est résistant. La force de frottement s'oppose au mouvement et empêche l'objet de se déplacer. Les forces de frottement sont toujours non conservatives. Elles vont dépendre du chemin parcouru, et notamment du fait que le travail de cette force ici, quand on va calculer la valeur en joules, puisqu'on est sur un travail en joules, tout simplement ça va nous donner l'énergie thermique perdue par notre système pendant le mouvement. Donc tout ça c'est relié, et c'est ce qui justifie le fait que la force de frottement est non conservative. Donc retenez qu'en fait sur les principales forces qu'on rencontre en terminale, il y a le poids, il est conservatif, la force électrique dans un champ électrostatique constant, elle est conservative, les frottements sont toujours des forces non conservatives. Alors, maintenant qu'on a regardé un petit peu donc cette histoire de travail d'une force, on va pouvoir faire l'analogie avec les énergies, notamment des énergies que vous connaissez, énergie potentielle, énergie cinétique et énergie mécanique. Premier cas de figure, celui que vous connaissez le mieux, c'est le poids et donc l'énergie potentielle de pesanteur. En fait, on va s'intéresser à la variation de l'énergie potentielle de pesanteur, puisqu'on est sur un objet qui est en mouvement et qui va se déplacer d'un point A vers un point B. Donc on est dans le cas d'un solide qui va se déplacer entre A et B, avec donc deux énergies potentielles, l'une qui sera au point A et l'une qui est au point B, et on est capable de les exprimer, puisque l'énergie potentielle au point A, c'est tout simplement mg fois ZA moins Z0. Ça, c'est la définition de l'énergie potentielle, c'est l'altitude, ZA moins Z0, avec Z0 qui, on l'a dit au départ, a été pris égal à 0. Donc ici, on peut simplifier égal mg ZA. Même chose, l'énergie potentielle au point B qui vaudra mg ZB. Voilà la valeur de l'énergie potentielle au point A et au point B en joules. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est la variation de l'énergie. L'objet va passer du point A au point B, donc cette énergie potentielle, elle change. Donc on va avoir une variation d'énergie en physique. Comment on note une variation? On la note avec un grand delta. Delta de l'énergie potentielle de position, variation de l'énergie potentielle de position entre le point A et le point B. Attention, on est sur une variation, c'est-à-dire qu'on va toujours regarder l'arrivée par rapport au point de départ.
Donc ça sera l'énergie potentielle de position au point d'arrivée, c'est-à-dire le point B, moins l'énergie potentielle de position au point de départ, c'est-à-dire le point A. On remplace par les expressions qu'on a données tout à l'heure, mgzb moins mgza, on factorise et ça nous donne mgzb moins za. Jusque-là, a priori, ce pas des choses très compliquées et c'est des choses que vous êtes capable de faire. Oui, sauf que, regardez bien, qu'est-ce qu'on avait dit précédemment dans notre cours? On va aller rechercher la feuille. Travail du poids, travail du poids, travail du poids. Il y a. On l'avait calculé, le travail du poids. Je vais le renoter. Le travail entre A et B de la force P, c'était mg ZA moins ZB. Point d'arrivée moins point de départ. Bon, je pense que là, tout le monde a compris quelle était la remarque qu'on allait pouvoir faire. Regardez les deux notions qu'on a notées ici. On se rend compte qu'en fait, elles sont opposées l'une à l'autre. Et ça, c'est une chose qu'il va falloir retenir. Le travail du poids, quand on va d'un point A à un point B, eh ben, en fait, c'est tout simplement l'opposé de la variation de l'énergie potentielle de pesanteur entre le point A et le point B. Voilà. Le travail du poids, force conservative, est égal à l'opposé de la variation d'énergie potentielle delta EPP entre A et B. Voilà. Ça, il faut bien le maîtriser. Tout ça, ça s'exprime en joules. Donc on voit vraiment le lien entre travail et énergie. On comprend pourquoi les travaux s'expriment également en joules, pour avoir une cohérence au niveau des dimensions. Et voilà. Et ça, on va avoir besoin de l'utiliser assez régulièrement. Vous allez voir, ça va même nous simplifier parfois certaines études. On refait exactement le même travail dans le cas de la force électrostatique. Vous allez voir que ça va être assez rapide, maintenant qu'on a compris le principe. Je vais même laisser cette page-là visible juste ici, parce que je vais pouvoir faire un peu l'analogie entre les deux. Vous remarquez que les deux schémas se ressemblent. Point A, point B, l'objet qui va se déplacer selon une force. Ça, c'est E qui est le champ électrique. Mais on va pouvoir refaire exactement la même chose. On va d'abord définir ce qu'on appelle l'énergie potentielle électrique d'une charge. Ça, c'est pas forcément quelque chose que vous connaissez. L'énergie potentielle électrique, c'est tout simplement la charge électrique multipliée par le potentiel au point qui nous intéresse, au point A, au point B, au point... Donc ici, on pourra dire, par exemple, qu'au point A, l'énergie potentielle électrique au point A, c'est la charge électrique multipliée par le potentiel électrique A, en volts. L'énergie potentielle électrique au point B, ça sera la charge électrique de la particule multipliée par le potentiel électrique au point B en volts. Maintenant, moi, ce que je cherche, c'est la variation d'énergie potentielle, comme tout à l'heure. Variation de l'énergie potentielle, alors c'est pas de pesanteur ici, c'est électrique, entre le point A et le point B. C'est tout simplement l'énergie potentielle électrique au point B, moins l'énergie potentielle électrique au point A. Point d'arrivée moins le point de départ. On regarde où est-ce qu'on est allé par rapport à d'où est-ce qu'on vient. On remplace QVB moins QVA. On factorise Q facteur de VB moins VA. Or, le travail de la force conservative électrostatique entre le point A et le point B. On regarde, on l'avait noté aussi, il faut juste retrouver la feuille. Il est là. On avait dit que le travail entre A et B de la force électrostatique, c'était la charge électrique fois la tension UAB. Oui, mais la tension UAB, c'est quoi en fait? C'est une différence de potentiel. Et c'est quelle différence de potentiel? Eh bien, c'est tout simplement VA moins VB. Et donc là, même remarque que tout à l'heure, quand on se rend compte du coup que le travail de la force électrostatique entre le point A et le point B, c'est l'opposé, parce que vous remarquez ici que VA et VB sont inversés, donc c'est l'opposé, signe moins, de la variation d'énergie potentielle électrique entre le point A et le point B. Le travail de la force conservative électrique est égal à l'opposé de la variation de l'énergie potentielle électrique. Voilà, c'est ce qui est écrit juste au-dessus. Donc voilà en fait ce que vous avez à retenir. Pour ces deux forces, on retrouve vraiment une analogie entre les deux. C'est ici. Dans le cas de ces deux forces conservatives,
Pour le poids, le travail du poids, ça sera l'opposé de la variation d'énergie potentielle, de pesanteur. Dans le cas de la force électrique, le travail de cette force électrique, ça sera l'opposé de l'énergie potentielle électrique cette fois-ci. Et donc ça peut nous simplifier les calculs après dans certaines études. On généralise tout ça. La variation d'énergie potentielle d'un système qui se déplace d'un point à un point B est égale à l'opposé de la somme des travaux effectués par toutes les forces conservatives. Imaginez qu'on soit obligé de tenir compte du poids d'une particule chargée, par exemple, dans un champ électrostatique. Il faut tenir compte des deux forces, le poids et la force électrique. Donc dans ce cas-là, on va pouvoir généraliser. La variation de l'énergie potentielle, c'est l'opposé, donc on met un signe moins, de la somme. Ça, c'est le symbole que vous utilisez, la lettre sigma en mathématiques, pour la somme des travaux entre A et B de toutes les forces. Attention, on parle bien des forces conservatives. Les forces conservatives, je rappelle la définition, ce sont les forces dont le travail ne dépend pas du chemin suivi. On doit juste se poser la question, où est le point de départ, où est le point d'arrivée. Ce qui se passe entre les deux n'a aucune influence, puisque le travail sera à chaque fois le même. Les conséquences de tout ça, en fait, ça va être l'énergie mécanique et ses variations, et notamment, en fait, différents théorèmes que vous aurez à bien maîtriser et qui peuvent être très très pratiques dans certaines études mécaniques, puisqu'on l'a déjà vu, on a plusieurs façons de travailler en mécanique. On peut travailler sur les lois de Newton. Dans certains exercices, on va pouvoir travailler sur les lois de Kepler, quand on est notamment en astronomie. Et les travaux d'un point de vue énergétique peuvent également nous aider à simplifier parfois certaines études. Exemple. Le théorème de l'énergie cinétique, c'est quoi le théorème de l'énergie cinétique? La variation de l'énergie cinétique, ça c'est une définition qu'il faut connaître. La variation de l'énergie cinétique entre un point A et un point B, l'énergie cinétique, vous connaissez, 1,5 fois la masse fois la vitesse au carré. Vous allez d'un point A à un point B, la vitesse a changé entre ces deux points, donc l'énergie cinétique a changé. Cette variation de l'énergie cinétique, en fait, c'est tout simplement la somme des travaux de toutes les forces, qu'elles soient non conservatives ou conservatives. Donc ça va se noter. Travail entre A et B de toutes les forces non conservatives, je l'ai noté NC, comme c'est noté ici, plus les travaux de toutes les forces qui, elles, sont conservatives. Le poids, par exemple, la force électrique. Dans le cas des forces non conservatives, on mettrait les frottements. Vous prenez toutes les forces, vous calculez les travaux de toutes ces forces-là, vous faites la somme de tous ces travaux, vous obtenez la variation de l'énergie cinétique de votre système. Voilà. Il n'y a pas de définition, il n'y a pas de démonstration à donner de cette relation, il faut juste la connaître et être capable de l'appliquer. Et surtout, vous allez vous rendre compte, en fait, c'est les simplifications derrière qui vont nous aider. Notamment dans le cas de l'énergie mécanique d'un système qui se déplace à une vitesse v dans un champ de pesanteur. L'énergie mécanique, vous connaissez, c'est EC plus EP. Ici, j'ai noté EPP, énergie potentielle de pesanteur. On remplace 1,5, c'est égal, pardon. 1,5 fois la masse fois la vitesse au carré pour l'énergie cinétique. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est quoi? On a dit c'est mg z moins z0 ou zb moins za, si je mets avec les lettres a et b. Or, on a vu juste avant que la variation de l'énergie potentielle de pesanteur, delta EPP, on avait noté, c'est quoi? C'était l'inverse, l'opposé, du travail entre A et B de la force conservative. Par exemple, le poids, dans le cas de notre étude. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais la variation de l'énergie mécanique, c'est l'énergie mécanique au point B moins l'énergie mécanique au point A, point d'arrivée par rapport au point de départ. Je remplace, d'accord? Ça va être tout simplement la variation de l'énergie cinétique plus la variation de l'énergie potentielle de position. Entre le point A et le point B, l'énergie cinétique a varié, l'énergie potentielle de position a varié, donc on va additionner toutes ces variations-là. Je remplace l'énergie cinétique, sa variation, c'est ici. Travail entre A et B des forces non conservatives, plus le travail entre A et B des forces conservatives. Je rajoute, donc ça c'est EC, si je mets quelques petites couleurs pour que vous y retrouviez, delta EC, c'est tout ça. Et puis maintenant,
on va avoir delta EPP qui est moins le travail entre A et B des forces conservatives. Ça, c'est ça. Je pense que tout le monde a vu que ces deux-là s'éliminent, plus moins. Donc du coup, ça nous donne uniquement le travail entre A et B des forces non conservatives. La variation de l'énergie mécanique d'un système, c'est uniquement le travail entre A et B des forces non conservatives. Et ça, on le retrouve assez facilement, par exemple, dans certains cas de figure, notamment si le système n'est soumis à aucune force non conservative, par exemple, pas de frottement, c'est quand même un cas qu'on rencontre assez régulièrement dans nos exercices, et bien dans ce cas-là, s'il n'y a aucune force non conservative, il n'y a aucun travail de ces forces. Donc ça vaut 0. Donc ici, pas de force non conservative, donc le travail entre A et B des forces non conservatives vaut 0. Donc la variation de l'énergie mécanique vaut 0. Et ça, c'est des choses que vous connaissez, que vous avez déjà étudiées et qu'on va revoir notamment dans le TP, qui est une application de ce travail. Si on considère qu'il n'y a aucun frottement, en fait, l'énergie mécanique est conservée pendant le mouvement de notre système. L'énergie cinétique se transforme donc en énergie potentielle de pesanteur ou inversement au cours du mouvement. Deux cas de figure. Alors pour avoir les différents cas de figure, les différentes animations, je vais vous montrer juste après, mais vous retournez sur le fichier PDF au niveau de l'informatique, vous cliquez sur le lien directement, d'accord, et vous allez faire apparaître les différentes applications et je vous montre justement à quoi ça consiste. Alors dans le cas de l'étude énergétique, les deux applications que je vous propose, c'est celle sur le mouvement parabolique, une application que je vous ai déjà montrée. Donc pareil, vous allez sur le fichier, vous cliquez directement sur le lien animation, sinon vous allez en bas dans les commentaires de cette vidéo. Et voilà en fait l'application que je vous avais déjà montrée, un objet qui est lancé à une certaine vitesse initiale dont on peut faire varier la valeur ici, l'angle d'inclinaison pareil, la masse de l'objet, la hauteur initiale. On peut faire varier tous ces paramètres-là, même l'intensité de la pesanteur si on veut. Mais bon, là ici ce qui va m'intéresser c'est l'énergie. Donc je clique ici en bas sur énergie. Et donc quand on regarde, on a donc différentes valeurs qui s'affichent. L'énergie cinétique de l'objet qui est initialement non nulle à 12,5 joules, c'est normal, on va avoir une vitesse initiale qui est non nulle. D'ailleurs si on fait un petit calcul, 1,5 fois la masse fois la vitesse au carré, 1,5 fois la masse qui vaut 1 kg, donc ça fait 1,5. Et puis ici, vitesse initiale 5 mètres par seconde au carré, ça fait 25. 1,5 de 25, ça fait bien 12,5 joules. Donc ce calcul, il est cohérent. L'énergie potentielle, on est sur m fois g fois l'altitude. Si on considère que l'énergie potentielle vaut 0 quand on est tout en bas. Là aussi, ça se calcule facilement. La masse vaut 1 kg. L'accélération de pesanteur vaut légèrement en dessous de 10 mètres par seconde carré. Donc on peut considérer m fois g, c'est un peu en dessous de 10, multiplié par l'altitude qui vaut 5 mètres, donc on doit être un peu en dessous de 50. Bon, ça tombe bien, on est bien sur 49,1 joules ici. La somme des deux, ce qu'ils appellent ici dans l'application énergie totale, nous dans le cours, on sait que ça s'appelle en réalité l'énergie mécanique, somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. L'objectif, c'est de regarder la variation de tout ça, en sachant que dans cette application, on considère qu'on est dans le cas de la chute libre, c'est-à-dire que notre objet n'est soumis qu'à son propre poids. Il n'y a donc aucun frottement, et donc théoriquement, on doit avoir l'énergie mécanique qui se conserve. Je vais cliquer ici sur mouvement là pour qu'on puisse avoir le temps de regarder ce qui se passe. On lance l'application, on va se rendre compte que l'énergie cinétique, elle diminue progressivement jusqu'à arriver au point d'altitude maximale ici. Mais par contre, je vous montre, voilà, ça diminue. L'énergie potentielle augmente, c'est logique. Je m'arrête quand on arrive tout en haut. Pourquoi je m'arrête ici? Parce que vous marquez au passage que l'énergie cinétique, elle n'est pas nulle. On est beau être tout en haut, la vitesse, elle n'est pas nulle, parce qu'on est sur une vitesse horizontale qui, elle, est constante. Rappelez-vous, on l'avait vu, retournez voir éventuellement le cours sur les équations horaires du mouvement dans le cas de la chute libre. Si je montre ici les vecteurs vitesse, le vecteur vitesse Vx, il est toujours constant horizontalement, c'est le vecteur vitesse verticale, Vy, qui est nul. Mais donc c'est normal ici que, au niveau des énergies, l'énergie cinétique soit non nulle. L'énergie potentielle, elle est maximale. Et puis on va redescendre jusqu'à arriver à la même altitude que le point de départ, c'est-à-dire ici. Vous avez remarqué au passage que, quoi qu'il arrive, l'énergie totale, l'énergie mécanique de mon système,
elle reste toujours égale à la même valeur. Et là, je suis revenu dans la situation de départ pour que ce soit cohérent avec votre petit schéma qui est là. On a une certaine énergie cinétique au départ, une certaine énergie potentielle de position non nulle, toutes les deux. L'énergie cinétique diminue, mais n'arrive pas à égal à 0. D'accord, on reste sur une certaine énergie cinétique au bout d'un moment, puis réaugmente pour arriver à la même valeur qu'au départ. L'énergie potentielle augmente pour arriver à l'altitude maximale, puis redescend quand on retombe pour arriver à la même valeur qu'au point de départ, à l'état initial. La somme de ces deux énergies, c'est une constante, c'est l'énergie mécanique, qui n'est pas affichée ici. Elle devrait être en fait somme des deux. Allez, ici, pardon, on la voit, c'est ce petit trait qui est ici, énergie mécanique. Et qui est donc bien constante. Dans le cas de mon application, ce que je peux faire, c'est continuer le mouvement. Je continue le mouvement, l'objet continue de descendre. Donc l'énergie cinétique va continuer à augmenter puisque l'objet va de plus en plus vite. L'énergie potentielle va diminuer jusqu'à atteindre 0. L'énergie totale, elle, va toujours rester constante à 61,6 joules d'après les paramètres que j'ai fixés au départ. Jusqu'à ce que ça s'arrête. Voilà, c'est fini. Et l'énergie cinétique finale est égale à l'énergie mécanique totale puisque l'énergie potentielle vaut 0. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut aussi utiliser dans certains exercices. L'autre cas de figure qu'on va rencontrer, c'est le pendule simple, et ça c'est directement lié au TP sur l'étude énergétique du pendule que je vais vous demander de faire à la maison. Voilà, je vais vous donner tous les outils nécessaires dans le TP pour que vous puissiez le faire. C'est tout simplement Avimaker, vous savez déjà l'utiliser, donc ça ne devrait pas être très compliqué. Dans le cas du pendule simple, on a un pendule qui va osciller autour d'une position d'équilibre. Moi je vais m'intéresser aux énergies. Énergie potentielle de position, en joules, l'énergie cinétique, qui est nulle au départ puisque l'objet il est tenu sans vitesse initiale. On va le lâcher, il va osciller sur une certaine amplitude. On est sur des angles qui sont petits, inférieurs à 20 degrés, et ça justement je vais vous demander d'y réfléchir à pourquoi on travaille sur des angles qui restent faibles. On lance le mouvement lent, et on remarque du coup que l'objet, en oscillant, on va avoir une énergie potentielle qui diminue, une énergie cinétique qui augmente pour être maximale quand on arrive ici en bas. Mais la somme des deux reste constante. La somme des deux, c'est le trait que vous voyez ici, c'est l'énergie mécanique totale qui est ici. On voit que la valeur ne change pas. L'énergie potentielle, on va accélérer un petit peu pour qu'on voit bien. On a bien l'énergie potentielle et l'énergie cinétique qui s'échangent l'une l'autre, qui se convertissent l'une en l'autre progressivement pendant le mouvement du pendule. Et ça, c'est dû au fait qu'en fait, le pendule n'est soumis qu'à deux forces, le poids du pendule, mais aussi la tension du fil. Les frottements, ici, on n'en tient pas compte, il n'y a pas de frottement, donc l'énergie mécanique est conservée. Dernière petite remarque, juste avant de terminer ce chapitre. L'énergie mécanique, dans le cas des forces non conservatives, lorsqu'un système est en mouvement soumis à des forces qui sont non conservatives, la variation de l'énergie mécanique est égale au travail des forces non conservatives. L'énergie mécanique ne se conserve pas, c'est ce qu'on a noté juste ici. Delta EM, c'est le travail entre A et B des forces non conservatives, mais cette fois-ci, c'est différent de 0. Alors, est-ce que ces forces sont conservatives? Est-ce que ces forces non conservatives s'opposent au mouvement ou participent au mouvement? Il y a les deux possibilités, ça va dépendre. Donc, du coup, on va avoir deux cas de figure. Delta EM qui peut être positif. Dans ce cas-là, on est sur un travail moteur. La force non conservative participe au mouvement et aide votre objet à se déplacer. Ça va être par exemple le cas d'une force de traction. Un ressort par exemple qui va tirer votre objet. Dans le cas où vous avez la variation de l'énergie mécanique qui est négative, dans ce cas-là on est sur un travail qui est résistant. La force s'oppose au mouvement, empêche votre objet de se déplacer du point au point B. Et le cas le plus courant qu'on rencontre, c'est la force de frottement. Voilà pour ce chapitre sur travail et énergie mécanique. Encore une fois, on est sur des notions qui sont un peu complexes. C'est difficile de bien avoir tout ça à l'esprit parce que c'est difficile à conceptualiser ces notions-là qui sont quand même pas mal abstraites. La meilleure façon de bien les maîtriser, c'est les exercices, puisque vous allez vraiment travailler sur des cas très concrets.
qui vont vous permettre de bien comprendre l'intérêt de tout ça. À quoi ça va nous servir de travailler sur le travail des forces et sur le lien avec les énergies? C'est vraiment pour simplifier certains travaux. Voilà. Si vous avez des questions sur ce travail, n'hésitez pas à les poser dans le NT ou en commentaire de la vidéo, et donc à faire un maximum d'exercices d'application sur ces notions pour bien les maîtriser. À la prochaine!